Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante d'une maman aidante exceptionnelle qui a ainsi trouvé l'équilibre dans l'entrepreneuriat. Nous allons également explorer son parcours en tant que mompreneur, son choix de se lancer dans le freelancing pour avoir plus de temps pour son enfant en tant que maman aidante. Et nous explorerons également les défis et les réussites qui ont jalonné son chemin. Préparez-vous dès à présent à être inspiré par cette histoire de détermination, d'adaptabilité et de résilience. Et puis, accueillons dès maintenant Lauriane. Bonjour Lauriane, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, ça va, merci. Et toi? Très bien, je suis ravie en tout cas de t'accueillir sur ce sujet des plus sensibles, mais aussi qui concerne énormément de mamans, on va dire en France au minimum, mais également dans le monde, si je peux dire. Oui, c'est le cas. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très plaisir. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci en tout cas, c'est également le cas pour moi. Pour commencer cette interview, est-ce que justement tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Lauriane. J'ai 34 ans et demi. Comme les enfants disent. Je viens du Gabon. Je suis maman de 2 enfants. Mon grand, il a 13 ans. Mon petit a 8 ans. Et je suis experte en stratégie de contenu et en email marketing. Bon, super. Tu as répondu à la question depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as. Donc maintenant, on le sait. Est-ce que tu peux nous raconter comment on s'est rencontrés? Oui, c'est grâce à Élodie qu'on s'est rencontrés. Elle a vu que nos activités avaient pas mal de choses en commun et elle s'est dit que ce serait intéressant qu'on puisse échanger toutes les deux. C'est le cas, ça a été le cas. J'ai eu le plaisir de t'avoir dans mon podcast il y a un petit moment déjà. Et voilà, et un merci à Élodie pour cette mise en contact. Exactement, c'est vrai qu'effectivement, grâce à Élodie, on a pu échanger et c'était déjà très intéressant. D'ailleurs, pour celles qui le souhaitent, je mettrai le lien de l'épisode de ton podcast. Comme ça, elles pourront aller l'écouter également si ça les intéresse. Si tu étais une femme à l'impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors ça, c'est une question qui est difficile parce qu'on a tendance à idéaliser un peu des personnalités connues. Et après, quand on entend une histoire derrière, telle personne a fait ceci ou cela, on tombe toujours un peu des nues avec toute l'admiration qu'on peut avoir sur elle. Donc, j'ai tendance à dire que j'ai pas vraiment de modèle idéal de femme à impact que j'aimerais être ou que j'aurais aimé être. Il y a énormément de femmes que j'apprécie et qui m'inspirent au quotidien. Une femme qui est très connue par beaucoup de personnes, que moi j'apprécie pour son éthique de travail, c'est Beyoncé. C'est une artiste que beaucoup de personnes connaissent.
Et moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est et très talentueuse et très travailleuse. Donc voilà, j'aime beaucoup Beyoncé dans la sphère publique que tout le monde connaît. Et dans une sphère un peu plus petite, il y a ma maman. On va dire, oui, tout le monde peut citer sa maman, mais il se trouve que voilà, la mienne, elle a un parcours qui est admirable selon moi. C'est une maman solo. Elle a été proviseure d'un établissement qui était le meilleur établissement du pays d'où je viens, qui est le Gabon, pendant très longtemps. Donc voilà, une carrière d'enseignante exemplaire et que j'admire beaucoup. Waouh, super. Et ben, une superbe dédicace à ta maman en plus de Beyoncé. C'est ça. Peut-être qu'elle danse comme Beyoncé, mais ou peut-être pas. Mais en tout cas, waouh, super dédicace. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque la presse et les médias mettent de plus en plus en avant ce terme de maman aidante. Il y a quelques années, on n'en entendait absolument pas parler. Et puis là, il y a plein d'articles, plein d'interviews, etc., qui parlent des mamans aidantes. Donc, on le sait, aujourd'hui, les mamans aidantes, c'est celles qui vont soit prendre en charge un enfant avec une situation particulière, qui peut être de handicap, mais pas forcément d'ailleurs. Soit prendre en charge, ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, une sœur, un parent également. Et c'est vrai que ce rôle d'aidant revient quand même beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ce rôle que tu endosses quotidiennement? Oui, en fait, c'est drôle que tu fasses cette remarque-là parce que moi-même, c'est quelque chose que je découvre, en fait, les danses. C'est pas quelque chose qui a été évident pour moi. J'ai découvert que j'étais aidante. Et comme tu le dis, on n'en parlait pas forcément avant. Et c'est tant mieux qu'on en parle davantage aujourd'hui parce que c'est une réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui concerne de plus en plus de familles. Alors, donc moi, je suis maman aidante parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap, qui n'est pas autonome et qui a besoin de moi au quotidien. Il y a aussi, alors, justement, on entend là, c'était pas prévu qu'on l'entende. Ça rajoutera un petit peu, justement, d'exotisme. C'est ça. Et en fait, en termes d'aidants, il y a... Donc, l'enfant peut être en situation de handicap ou il peut être malade. Par exemple, il a besoin de notre présence pour les soins, etc. On peut être parent aidant, on peut être un enfant aidant. Et c'est de plus en plus le cas avec la société qui est vieillissante. Donc, des personnes qui doivent s'occuper de leurs parents qui ont besoin de leur aide. Et malheureusement, accident de la vie, voilà, ça peut arriver aussi. Donc, ce rôle d'aidant, en fait, c'est un rôle dans lequel je me suis retrouvée propulsée. Comme le handicap a débarqué dans ma vie, c'était pas prévu. Et c'est quelque chose, en fait, avec quoi on doit se faire. Et on doit s'adapter. Et notre vie se réorganise autour de notre nouvelle réalité, cette réalité qui s'impose à nous. C'est clair. Et ça ne doit pas être facile tous les jours. Parce que forcément, j'imagine, alors que ce soit avec un enfant ou un adulte, peu importe, mais il y a des jours, comme on dit, avec, et puis il y a des jours sans. C'est-à-dire, il y a des jours où tout se passe bien, ou en tout cas, ça se passe mieux, et puis il y a des jours où on se dit, oh là 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 là, vivement, entre guillemets, ce soir, parce que là, c'est très, très difficile. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, toi, pour pouvoir mieux gérer ce quotidien qui est moins évident, on va dire, que dans une situation sans handicap? Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers le freelancing? Peut-être qu'avant, justement, tu étais salarié, et peut-être que c'était assez difficile, justement, encore plus difficile, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bon, là, ma priorité, finalement, c'est mon enfant. J'ai besoin d'organiser ma vie professionnelle autour de mon enfant et pas d'avoir ma vie familiale qui est organisée autour de ma vie professionnelle. Oui, en fait, moi, à l'époque où j'ai eu mon deuxième fils, donc c'est mon plus jeune qui est concerné par le handicap, j'étais salariée. Et mon mari, lui, également. Et ce on avait choisi de faire, c'était que c'était lui qui s'était mis à 80%. Parce que c'est impossible d'avoir un enfant en situation de handicap, surtout quand on est au début à la recherche du diagnostic, et d'être deux parents qui travaillent à 100%. C'est impossible. Il y a des rendez-vous médicaux, les rendez-vous de suivi. Au début, à la recherche du diagnostic, il y avait beaucoup. Il y a même des hospitalisations pour faire des examens, pour comprendre d'où venait le retard et le handicap de notre enfant. Donc ça, c'était au départ. Et ensuite, quand on a un petit peu évolué là-dedans, on commence les prises en charge, donc pluridisciplinaires. Nous, on avait été accompagnés par le CAMS Maurice Titran à Roubaix, là où on habite. Donc c'est le Centre d'action médico-sociale précoce où se retrouvent plusieurs spécialistes. Et là, il y a kiné, ergothérapeute, orthophoniste, etc. Donc, une prise en charge pluridisciplinaire, comme je disais. Et comment être
travailler de 9h à 17h et pouvoir accompagner son enfant. Et c'est impossible. Donc, au départ, on a fait comme ça, comme j'ai dit, avec mon mari qui était à 80%, mais c'était difficile de mon côté parce que au tout début, on n'a pas de reconnaissance MDPH, donc on ne parle pas encore tout de suite de handicap. On est encore à errance diagnostique. Donc, c'est une période qui est assez difficile avec les employeurs qui, c'est selon sont compréhensifs ou pas par rapport aux besoins de flexibilité qu'on a. Moi, en plus, je travaillais avant, il fallait badger et tout, donc c'était quand même un petit peu compliqué. Je me suis retrouvée sans emploi parce que, en fait, j'ai frôlé le burn-out dans mon ancien boulot. Ça s'est très, très mal terminé. C'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et au moment de me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie, la voie de freelancing s'est imposée à moi. Pourquoi? Parce que comment, justement, être présent pour mon enfant, comment pouvoir l'accompagner à ses prises en charge, à ses séances de rééducation, tout en allant chercher un nouveau travail qui va me prendre de 9h à 17h. L'employeur ne me connaît pas encore, il faut tout expliquer, tout reprendre, etc. C'était trop compliqué. C'était plus simple de monétiser mes compétences, de les mettre au service de personnes qui avaient besoin de mes compétences, tout en ayant, moi, une flexibilité horaire pour pouvoir accompagner mon fils à ses prises en charge. Donc, il n'est pas à domicile à temps plein. Aujourd'hui, il va dans une... Enfin, pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu un souci technique avec le conducteur, mais ça aussi, on est soumis à ça. Il va 3 jours et demi par semaine dans une école spécialisée en Belgique, parce que malheureusement, et ça, je tiens à le souligner, et toutes les mamans, enfin, beaucoup de mamans en tout cas, d'enfants, je dis maman, mes parents d'enfants en situation de handicap le vivent, il n'y a pas de place en France dans les IME, dans les instituts médico-éducatifs. On est sur liste d'attente depuis 5 ans. Donc, en attendant, quand on habite dans le nord, à côté de la frontière, eh bien, la solution, c'est la Belgique qui accueille nos enfants différents. Waouh, effectivement, mais tu n'es pas la première à mettre en avant ce parcours un peu du combattant lorsqu'on est en fait maman aidante, puisqu'on a fait il y a quelques semaines de ça un tournage sur la télé Lyon. Je mettrai aussi le lien avec une émission spécifique avec Julie Baucher qui est venue expliquer que lorsqu'elle a découvert le handicap de sa petite fille qui maintenant a 9 ans, a dû arrêter son activité et s'est tournée aussi vers le freelancing. Alors aujourd'hui, elle est slasheuse, elle a plusieurs métiers à son arc pour pouvoir justement accompagner et elle se retrouve un peu dans la même situation que toi avec des prises en charge au niveau de l'école qui ne sont pas du tout adaptées ou qui sont peu adaptées finalement à la situation de sa fille qui est non-voyante pour le coup et qui donc a besoin d'une prise en charge spécifique également. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très bien accompagné ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment de mise en place d'actions en fait qui sont faites pour toutes ces personnes qui sont, on va dire, différentes, qui ont des besoins différents, parce qu'il y a le handicap à proprement parler, mais on a aussi toutes les personnes, par exemple, qui ont des handicaps ou des manières en fait différentes de voir la vie. Je pense notamment à l'autisme, au TDAH, etc. et qui sont en situation de souffrance parce qu'ils sont dans des systèmes, on va dire, classiques qui ne prennent pas en compte leurs spécificités. Alors, suite à tout ça, quels ont été les premiers défis auxquels tu as dû faire face en jonglant entre justement ton activité de freelance et puis tes responsabilités de maman aidante? Alors, le premier défi auquel j'ai eu à faire face, c'était d'apprendre l'entrepreneuriat parce que j'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études de droit, donc j'étais pas en école de commerce, donc tout ce qui était autour de l'entrepreneuriat, je connaissais pas du tout et j'ai été salariée pendant 5 ans. Donc, université, salariat, et là, boum, freelancing, c'était sans transition. Donc déjà, pour moi, ça a été la découverte de cet univers-là où on se crée son métier, où on doit fixer ses prix, où on doit trouver ses clients. Voilà, c'était déjà à découvrir tout ça. Et ensuite, autre chose qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui et donc que je réalise seulement, c'est de réaliser, surtout quand on est maman aidante, que comme tu l'as aussi mentionné tout à l'heure, en fait, ma vie tourne autour du fait que je suis maman aidante. Et mon activité, elle doit prendre ça en compte. Avant, je me disais, je suis à mon compte à 100%. Et en fait, j'ai plein de choses à faire et je dois arriver à faire rentrer ça dans mon planning. Mais la réalité, en fait, c'est l'inverse. Je n'ai pas beaucoup de temps disponible puisque je dois accompagner mon enfant. Dans le peu de temps disponible que j'ai, je dois être productive, je dois être rentable
pour pouvoir vivre dans mon activité, quoi. Donc, je dirais, voilà, ça a été les deux gros challenges. Ça a été le premier de la découverte du freelancing et tout ce qui va avec. Et la deuxième chose, ça a été de m'adapter à ma réalité. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas éduqué. À la fois, on n'est pas éduqué pour l'entrepreneuriat et on n'est pas éduqué non plus à se dire d'abord, je vais en fait gérer ma vie personnelle parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai un enfant ou j'ai un parent qui en a besoin. Et autour, je dois construire ma vie professionnelle puisque depuis qu'on est jeune, on nous dit qu'il faut travailler de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et même l'école d'ailleurs est quand même très fortement basée sur le temps de travail des parents, de 9h à 16h. Bon, c'est moins forcément que les parents, mais en tout cas, c'est les mêmes jours. Et c'est à peu près sur des temps qui sont des temps de travail. Donc, on a ça en plus dans notre état d'esprit. Et c'est pas forcément facile au quotidien de trouver le bon équilibre entre nos besoins personnels et puis notre vie professionnelle. Comment tu as fait justement? Comment j'ai fait? Eh bien, c'est ça. C'était ce switch-là un peu de façon de penser où au départ, j'étais tellement frustrée quand il y avait quelque chose qui m'empêchait en fait de travailler, mais relatif aux enfants, l'école qui appelle parce que l'enfant est malade, nanana. Au départ, ça m'énervait à un point et je me disais mais j'arrive pas à avancer, c'est pas possible. Et ce sur quoi je travaille, c'est de me dire en fait c'est comme ça, en tout cas actuellement, la priorité c'est ça. Et on fait comme ça. Et c'est aussi pour ça que moi, je crée beaucoup de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, mon podcast et tout. Et je parle aussi de ma réalité dans ce contenu-là, ce qui fait que quand il y a des clients qui viennent vers moi en m'ayant trouvé par rapport au contenu que je propose, ils connaissent mon histoire, ils connaissent ma situation. Je ne vais pas me retrouver face à un qui va me dire « Ah non, je ne comprends pas, il faut absolument faire ça à telle date et tout. » Non, moi, je suis vraiment aidante. Et quand on travaille avec moi, il peut arriver des choses qui sont indépendantes de ma volonté et c'est comme ça. Donc, je dirais que j'ai mis en place, c'est donc d'adapter ma réalité, de communiquer sur ma réalité et puis d'apprendre à l'accepter, puis à faire avec, en fait, à m'organiser comme ça. Oui, Plaisir. effectivement, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que l'équilibre doit être toujours assez précaire parce que tu dois avoir, alors déjà lorsqu'on est maman, de manière, on va dire, classique, on a déjà beaucoup d'imprévus entre les enfants malades, les grèves de l'école et j'en passe. Mais alors lorsqu'on est maman aidante, je pense que c'est multiplié par X le nombre d'imprévus quotidiens qu'il faut apprendre à gérer et puis peut-être relativiser comme tu arrives maintenant à le faire. Oh, en tout cas, ce que j'apprends à faire. Oui, de toute façon, c'est toujours, on est toujours en apprentissage de toute manière. Est-ce que tu peux nous partager un moment justement particulièrement difficile que tu as vécu et comment tu as réussi à le surmonter et à le dépasser? J'en ai vécu beaucoup parce que, comme tu disais, tous les jours, c'est pas facile tous les jours, que j'en ai eu quand même pas mal. Là, je pense à tout de suite. En fait, je me dis, comme moi j'ai un podcast aussi, donc je suis très attentive à tout ça et je me dis, mais ce matin, j'ouvre les yeux, je vois sur mon téléphone le conducteur du taxi qui fait donc le trajet pour la Belgique, qui me dit qu'il a un souci technique. Je me dis, en fait, j'ai un engagement cet après-midi, on va enregistrer alors que j'ai un enfant qui est très, comme on entend, qui est très bruyant. Et sachant qu'on avait déjà programmé et reprogrammé cet entretien-là, voilà, eh bien, je me dis, je le fais quand même. Et après, ça fait aussi partie de la réalité. Je pense qu'il y aura des personnes qui qui se reconnaîtront et qui se diront, ça, je connais, quoi. Donc, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est clair. Puis même pour des mamans qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, elles se reconnaîtront pour certaines. Voilà. Il y a sûrement des enfants plein de vie. Exactement. En tout cas, merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais justement quelques conseils à partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans une situation proche de la tienne, alors avec un enfant, comme on l'a dit, avec un conjoint ou avec quelqu'un de leur famille? Qu'est-ce que tu pourrais, maintenant que tu as un petit peu de recul sur cette situation, leur partager? Moi, ce que je leur conseillerais de faire, c'est de ne pas rester dans leur coin. Parce que moi, au début de mon parcours vers l'acceptation du handicap de mon fils, je n'avais pas du tout envie de partager avec des parents qui vivaient la même chose que moi, parce que c'était trop frais pour moi, parce que moi-même, j'avais du mal à le concevoir et je me disais que j'allais toujours
comparer nos enfants et me dire, bah, leurs enfants, ils savent faire ça, le mien, non, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans l'acceptation de ma réalité, ça a été justement d'écouter le témoignage de maman, d'enfants autistes. En fait, j'avais fait un épisode spécial dans mon podcast, mais ça a surtout été pour moi, en fait, quelque chose d'assez thérapeutique, d'écouter leur parcours, d'écouter comment elles font, comment elles vivent le handicap de leur enfant. Et ça m'a énormément aidée. Et donc, je leur conseillerais, voilà, de ne pas rester dans leur coin, de ne pas hésiter aussi à extérioriser, à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent parce que ça peut être une véritable tempête parfois. Donc voilà, aller vers les autres, notamment des personnes qui vivent des choses similaires. On a, au moins avec ces personnes-là, on n'est pas jugé. C'est des personnes qui peuvent comprendre, qui peuvent aussi nous donner des astuces, des méthodes. Donc voilà, c'est ce que je dirais vraiment aux parents qui découvrent le handicap de leur enfant et de leur dire aussi que oui, c'est possible d'être aidant et de travailler. Bien sûr, ça va pas être possible, comme je le disais tout à l'heure, de travailler de 9h à 17h, mais c'est possible de travailler et d'avoir quelque chose qui s'adapte en fait pour arriver à trouver cet équilibre-là entre nos responsabilités d'aidant et à côté une carrière, quoi, quelque chose qui va nous épanouir professionnellement. C'est clair, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi pour avoir échangé avec pas mal de membres aussi dans ma communauté, parce qu'on a quand même pas mal de mamans aidantes. Elles disent toujours la même chose, comme toi, de ne pas rester seule. Je crois que quand on apprend en fait une maladie, un handicap, c'est la première chose, c'est on a tendance à s'isoler. Et puis, un conseil qui revient moi souvent aussi, c'est de ne pas s'oublier, parce qu'on a tendance souvent à vouloir faire le maximum pour la personne qu'on aide, à vouloir faire le maximum pour notre entourage et puis pour notre vie professionnelle aussi, parce qu'on a toutes et tous des factures à payer chaque mois et on a tendance en fait parfois à s'oublier et ça peut revenir, on va dire, en boomerang à un moment donné, plus ou moins lointain d'ailleurs. Oui, ça c'est tout à fait vrai aussi. Ça peut être un challenge parce que justement ça fait beaucoup de choses, mais voilà, on n'oublie pas qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc toujours être bienveillant envers soi-même, c'est aussi très très important. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, puis ton histoire. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais justement une petite anecdote à nous partager, peut-être en lien avec ton lancement dans l'entrepreneuriat et puis peut-être voilà une situation cocasse ou autre à laquelle tu as été soumise? Eh bien, moi je peux dire que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pensais que c'était, comme je disais, l'un des défis principaux auxquels j'ai eu à faire face, c'est que je ne connaissais pas du tout l'univers. Et je pensais que c'était facile de trouver des clients. Alors, j'étais persuadée, déjà, j'ai fait un peu des choses à l'envers parce que j'ai d'abord déclaré mon activité à l'URSSAF et après, je suis allée à la recherche de clients, mais je pensais que c'était tellement facile parce que j'étais dans des groupes Facebook et je voyais souvent des annonces passer qui disaient « Je cherche tel spécialiste » et je me disais bah, « C'est bon, en fait, je déclare mon activité, je m'en mets dans un groupe Facebook et quand on me dit « Je cherche quelqu'un pour m'aider avec ma stratégie de contenu, mes réseaux sociaux », j'écris et c'est bon, je suis là, c'est bon, je trouve un client. Et voilà, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait déjà 20-30 personnes qui avaient commenté avant moi. J'avais eu la même idée et voilà, de réaliser que finalement, pour trouver des clients, c'était pas aussi facile que ça. Donc, je dirais que d'abord, peut-être commencer par un peu se faire connaître, un peu créer du contenu, un peu créer sa communauté, son audience. Avant de proposer ses services, ça peut être quelque chose de mieux à faire. De positif, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'en plus, le démarchage commercial, c'est pas toujours inné chez tout le monde, forcément. Certains ont déjà travaillé en salariat dans des postes plus ou moins liés au commercial et d'autres le découvrent. Et puis aussi, de par notre caractère, certaines sont plus à l'aise et certaines sont moins à l'aise. Et c'est vrai que parfois, alors soit on se fait tout un monde du commercial, on se dit « Oh là 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 là, je ne suis pas commercial, donc j'arriverai jamais à vendre. » Mais en fait, lorsqu'on est prestataire de services comme toi ou moi, on vend effectivement notre expertise, mais on vend aussi qui on est. C'est-à-dire que les clients accrochent avec nous, pas que pour notre expertise, mais aussi parce qu'on est nous. Et à contrario, parfois on peut penser que « Oh, c'est super simple », mais ça demande quand même de persévérer un peu, ça demande quand même d'avoir plusieurs techniques de démarchage pour pouvoir trouver les clients qui nous correspondent et auprès de qui on peut travailler. Exactement.
Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout ce partage et cet épisode rempli d'émotions. Je suis persuadée que de nombreux parents se reconnaîtront dans ton histoire. Et puis, c'est maintenant la fin de notre épisode. Nous espérons que l'histoire de Lauriane a été aussi inspirante pour vous que pour moi. Merci d'ailleurs à chacune et à chacun de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode avec peut-être d'autres mamans ou d'autres papas qui pourraient se trouver dans ce même type de situation et qui pourraient être encouragés et motivés. Vous pouvez également témoigner, mettre un petit commentaire sous cet épisode ou tout simplement nous laisser une note pour nous motiver à continuer. Et puis, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle histoire tout aussi captivante d'une maman qui a changé de vie pour pouvoir mieux concilier vie pro et vie personnelle. D'ici mercredi prochain, je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.